au sein de la France Insoumise, vous siégez à l'Assemblée nationale, vous siégez à la Commission des affaires économiques, si je ne me trompe pas. C'est ça. Vous avez réalisé un rapport dans le projet de loi de finances 2025, un rapport aux énergies. Ma première question sera pourquoi les énergies? Et ma deuxième, que dit ce rapport? Alors, pourquoi l'énergie? Parce que j'ai été élu en juin 2022 et le tout premier texte sur lequel j'ai été amené à travailler avec mes collègues, donc en juillet 2022, c'était un texte qui s'appelait... je ne sais plus son titre exact, mais sur le pouvoir d'achat. Et en fait, sur 20 articles, il y en avait 10 qui concernaient l'énergie. Il y avait un truc sur l'AREN, je vais vous expliquer tout à l'heure. Il y avait quelque chose sur installer un nouveau terminal méthanier au large du Havre. Il y avait des choses un peu sur le charbon, je crois. Bon, bref, et ça relève, il se trouve que l'énergie fait partie des 4 grands domaines qui sont traités dans la commission des affaires éco. Il y a l'énergie, il y a l'industrie en général, il y a l'agriculture et le logement. Et donc, il fallait que chacun prenne sa part, comme on dit. Donc, j'ai dit, vas-y, je vais m'occuper des articles sur l'énergie. Et puis, en fait, après, dans l'agenda parlementaire, n'a cessé de proposer des textes sur l'énergie. Donc, j'avais levé la main une fois, donc ça m'est retombé dessus la deuxième fois, puis la troisième fois, puis bon. Donc voilà, donc je me suis passionné pour ça, et mes petits camarades se sont passionnés pour le reste, l'agriculture et compagnie. Donc j'ai fait j'ai été chef de file, c'est comme ça qu'on fonctionne dans les groupes politiques. En fait, on désigne en général 2 députés, si c'est vraiment un gros texte, 4 députés. À la France Insoumise, on essaye que ce soit paritaire à chaque fois. Donc des chefs de file qui vont vraiment étudier le texte, le connaître par cœur, connaître toutes ses implications, faire les propositions d'amendements, donner les positions de vote sur les amendements des autres groupes. Et donc quand on n'est pas chef de file, à l'inverse, on fait un peu le Playmobil, c'est-à-dire qu'on lève la main en fonction des indications des chefs de file, parce que je ne vais pas vous raconter que je suis au point sur tous les textes qui passent à l'Assemblée nationale, ce serait mentir. Donc sur l'énergie, c'est moi qui donne les consignes, et sur le reste, c'est moi qui écoute les consignes. Et donc j'ai mené un travail dans le cadre du projet de loi de finances 2025. Donc vous savez que le budget est étudié à l'automne précédent. Donc j'ai commencé le travail en fin septembre 2024. Il y a eu à peu près 2 mois de travail, avec une quinzaine d'auditions en on officielles et puis quelques-unes en off de tout un tas d'acteurs. Dans ce genre de travail, on est accompagné par des administrateurs et administratrices de la commission, donc en l'occurrence une administratrice, et puis j'ai une collaboratrice qui travaille avec moi sur le travail parlementaire. Et donc on a rendu un rapport d'ailleurs. Hop, j'en ai ramené quelques exemplaires, je ne les dédicace pas et ils sont gratuits. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai découvert. J'insiste sur découvert parce que c'est un des trucs qui est vraiment chouette quand on est député, c'est qu'on passe son temps à apprendre, comme on fait des auditions tout le temps, comme on lit des rapports, comme on lit les notes que nous fournissent nos collaborateurs. On apprend beaucoup et donc j'ai appris beaucoup. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'ai trouvé là-dedans et ce que je vais chercher à nouveau, puisque je vous annonce en exclusivité mondiale que je viens d'obtenir une mission d'information sur le prix d'électricité au titre de la Commission des affaires économiques, et ça commencera début mai, après la pause parlementaire qui arrive. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Il est... Ok, 10. C'est moi l'expert, il paraît. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, d'après moi... Alors, je suis député, oui, non, mais voilà. Je suis député de la France Insoumise, NFP, donc je vais vous présenter des choses, qu'on va pouvoir tous partager, et puis je vais vous présenter mon point de vue, évidemment, sur la politique énergétique qui est menée à l'heure actuelle. Et ce que je peux vous dire, c'est que d'après moi, Emmanuel Macron et ses différents gouvernements, il y en a eu déjà quelques-uns depuis 2017, parlent beaucoup de souveraineté, de compétitivité, de décarbonation et de réindustrialisation. Et ma conviction à cette étape, c'est que nous n'aurons absolument rien de tout ça et qu'en vérité, nous aurons plutôt un retour à la bougie. Alors en général, c'est plutôt leur discours, leur élément de langage. Et moi, je pense que c'est eux qui vont nous faire retourner à la bougie, c'est-à-dire qu'on risque de manquer d'électricité et il n'y en aura pas assez pour tout le monde dans les 10 à 15 ans qui viennent. Alors, j'ai 5 petites parties. D'abord, je vais vous présenter un peu le cadre législatif et réglementaire
de la politique énergétique, hein, puisqu'on est avec des étudiants de Sciences Po, je pense que cet aspect vous intéresse. Ensuite, j'irai sur les enjeux, sur les différents scénarios de mix électrique, et notamment ceux qui sont présentés par RTE, sur l'urgence, à mon sens, de planifier la sortie du nucléaire, et sur le prix d'électricité à venir, puisque c'est ce que j'ai montré dans mon rapport pour le PLF 2025, il y a quelque chose qui est dans les tuyaux pour la rentrée 2026, et ça ne va pas spécialement dans le bon sens. Alors, cadre législatif et réglementaire, je ne sais pas si... Il y en a qui connaissent un peu les questions d'énergie, où vous avez des cours là-dessus Sur l'énergie, c'est peu. Pas spécifiquement. Ok. Nous, en diplôme, on a une grande partie sur l'énergie, on a un module de 40 heures en première année. Ok. Sur justement l'énergie et l'application. Bon, très bien. Alors, donc vous savez peut-être qu'en gros, la politique énergétique du pays, elle est résumée dans ce qu'on appelle la SFEC, la Stratégie française pour l'énergie et le climat, qui se décline principalement dans 2 textes, la PPE, la Programmation pluriannuelle de l'énergie, et la SNBC, la Stratégie nationale bas carbone. La SNBC, je ne rentre pas dans le détail, en gros, c'est ce qui fixe des sortes de quotas carbone. Il faut réduire notre empreinte carbone, et donc dans la SNBC, on essaye de donner des objectifs et des trajectoires de diminution des émissions de gaz à effet de serre dans les différents secteurs, le logement, l'industrie, l'agriculture, etc. Donc ça, c'est la SNBC, je ne rentre pas trop dans le détail. La PPE, Programmation pluriannuelle d'énergie, elle fixe aussi des objectifs de sobriété, mais vraiment cette fois-ci en termes de consommation d'énergie, et des objectifs de production d'énergie en général, d'électricité en particulier, pour à chaque fois 2 périodes de 5 ans. En tout cas, c'était le cas jusque-là. Vous allez voir qu'il y a quelques interrogations sur la suite. Alors, normalement, cette PPE, c'est une déclinaison réglementaire, c'est-à-dire que c'est décidé par décret, mais à la suite d'une loi de programmation énergie-climat. Cette loi de programmation énergie-climat, LPEC, elle aurait dû être présentée par le gouvernement, examinée au Parlement, au 1er juillet 2023. On est en avril 2025 et il n'y a toujours pas de loi de programmation énergie-climat. C'est-à-dire que les représentants de la nation n'ont pas pu, pour l'instant, s'exprimer sur la politique énergétique des années qui viennent. Et pourtant, la PPE 3, puisqu'on en est, c'est la 3e, elle a été proposée par le gouvernement, elle a été mise en consultation jusqu'à demain, 5 avril, et donc elle doit rentrer en vigueur à partir de fin avril à peu près. Donc on a, de mon point de vue, un gouvernement qui est en vérité hors la loi, et qui est hors la loi par rapport à sa propre loi, puisque ce que je viens de vous décrire de LPEC qui se décline en PPE, ça a été voté dans une loi de 2019, à l'époque où la Macronie était largement majoritaire. Donc on a des gens qui ont voté un dispositif législatif, et puis qui, en fait, s'assoient dessus, et puis c'est pas grave, on continue comme avant. Donc je considère que c'est un petit peu un problème. Alors, il y a une petite actu, c'est que M. Bayrou vient d'annoncer que finalement il y aura un débat au Parlement. Alors un débat, mais sans vote quand même, faut pas exagérer. Pourquoi est-ce qu'il propose ce débat? C'est parce que le Rassemblement national, qui est un petit peu dans la sauce en ce moment, a dit « Ouais, mais nous, on commence à réfléchir à la censure parce qu'on n'est pas d'accord sur l'énergie. » Bon, c'est un petit peu un prétexte, parce que le RN, on ne sait jamais trop ce qu'il pense sur l'énergie. Et comme M. Bayrou a eu peur de la censure, il a dit « Bon, on va faire un débat, et puis on va inscrire à l'Assemblée une proposition de loi qui a été examinée au Sénat pour l'instant, d'un sénateur qui s'appelle Grémillet. » Bon, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il y a dans ce texte, mais de toute façon, comme la procédure accélérée n'a pas été engagée sur ce texte, la procédure accélérée, ça permet de faire une lecture dans une chambre, une lecture dans la deuxième chambre, commission mixte paritaire dans la foulée. C'est ce qui se fait sur quasiment tous les textes depuis 2017. Mais là, comme c'était une initiative parlementaire d'un sénateur, le gouvernement n'a pas engagé cette procédure accélérée. Donc de toute façon, la fameuse PPL Grémillet, même si elle est mise à l'ordre du jour dans les mois qui viennent, le temps qu'il y ait 2 navettes, c'est dans 2 ans qu'il y a une nouvelle loi de programmation, si on veut bien lui donner ce nom-là. Donc voilà où on en est un petit peu. Et en vérité, ce qui fait foi aujourd'hui, et moi ce qui m'énerve au plus haut point, c'est le discours de Belfort de Emmanuel Macron de février 2022, c'est-à-dire à l'époque où M. Macron était certes président de la République, mais était surtout candidat à sa propre élection, février 2022. Et donc ce monsieur fait un discours de campagne, un meeting, et c'est censé tenir lieu de loi de programmation énergie-climat. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Et aujourd'hui, comment ça se traduit?
essentiellement dans les conseils de politique nucléaire. Il y en a encore eu un lundi de la semaine dernière, je crois. Conseil de politique nucléaire, qui est une instance qui se réunit à huis clos, qui est présidée par le président de la République, qui réunit un certain nombre de ministres qui sont chargés des questions d'énergie et un petit peu ce qui va autour. Et le compte-rendu, il est secret. Alors, il y a quand même un truc, si vous allez sur le site de l'Élysée, vous allez voir un compte-rendu qui tient en 2 paragraphes pour nous expliquer que le président de la République avait décidé de l'avenir énergétique de la France. Donc moi, je suis contre cette façon de fonctionner. Pour la petite histoire, le Conseil de politique nucléaire, il a été instauré par décret le 21 avril 2008 par un certain Nicolas Sarkozy. Et j'espère que vous avez vu ou vous allez voir le fameux documentaire de Fabrice Arfi sur les rapports de M. Sarkozy et de M. Kadhafi, y compris pour lui vendre des installations nucléaires. Bon, maintenant que j'ai dit ça, présomption d'innocence. Alors, j'arrive à la deuxième partie sur les enjeux. Les enjeux, évidemment, le premier enjeu, je pense que tout le monde est au courant ici, c'est de sortir des fossiles. Tiens, je vais vous poser une petite question, juste vous levez la main. Qui pense que la part du nucléaire dans le mix énergétique français est inférieure à 50%? Je repose la question. Qui pense que la part du nucléaire dans le mix énergétique français est inférieure à 50%? Si on compte quoi? Les transports, oui, non, mais non. Oui, dans toutes les consommations énergétiques. Hein. Et oui, c'est moins. Parce que la subtilité, justement, c'est de distinguer, j'ai bien dit mix énergétique, j'ai pas dit mix électrique. Et en fait, donc le mix électrique, c'est pour produire de l'électricité, quel moyen de production vous utilisez? Des centrales nucléaires, de l'hydraulique, des énergies renouvelables. Mais le mix énergétique, l'énergie, c'est pas que l'électricité. Précisément dans les transports, c'est encore très majoritairement des fossiles. Et donc le mix énergétique de la France, c'est encore à plus de 60% des fossiles. Donc si on n'a pas ça à l'esprit, en fait, on passe à côté du sujet. Et donc moi, j'ai prévu de vous parler du nucléaire, mais quand on parle d'énergie, en fait, c'est pas le premier sujet. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer que pour moi, le nucléaire, c'est qu'une option et c'est une mauvaise option. Mais le premier enjeu, c'est vraiment de sortir des énergies fossiles, puisque ça représente 60% du mix énergétique, même si, et donc à l'intérieur, ensuite, vous avez l'électricité. Le nucléaire représente 75% à peu près de la production d'électricité. Premier enjeu. Deuxième enjeu, du coup, pour réussir à sortir des fossiles, il faut réduire la consommation globale d'énergie, pas d'électricité. Et pour ça, faut faire la sobriété. RTE nous dit que le saut, il est quand même assez important puisqu'il faudrait réduire notre consommation globale d'énergie de 40%, c'est-à-dire revenir pour la France à la consommation d'énergie des années 60. Donc vous allez vous demander à vos parents comment ils vivaient dans les années 60 et puis il faut revenir à cette période-là. Donc sobriété évidemment et efficacité énergétique, rénovation des logements, etc. Électrification des usages, c'est-à-dire, et là il faut faire attention parce que par exemple quand Emmanuel Macron il dit on va mettre des data centers partout, c'est pas de l'électrification des usages, c'est des nouvelles consommations d'électricité. Électrifier les usages, c'est dans les transports, développer le transport en commun évidemment, mais dans les transports, c'est que à la fin, les voitures qui resteront, il faut qu'elles soient électriques. Alors du coup, il faut qu'elles soient petites. Enfin, on en parlera après si vous voulez. Électrification des process industriels, dans le logement également. Quatrième pilier, développer les énergies renouvelables avec tout un tas d'enjeux. On y reviendra si vous voulez. Il me semble qu'il faut qu'il y ait une planification démocratique parce qu'en fait, il faut qu'on imagine la société en 2050. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des scénarios RTE sur lesquels je vais revenir, mais je ne développe pas. Il y a aussi, vous avez les scénarios de l'ADEME qui sont très intéressants. Il y a 4 scénarios, S1, S2, S3, S4, avec précisément des modalités de vivre ensemble et des types de sociétés où on va être plus ou moins dans de la très grande consommation comme on le fait à l'heure actuelle. En gros, vous avez le S1 qu'on appelle le scénario frugal, donc c'est ce que nos opposants appellent le retour à la bougie. Bon. Et le S4, c'est on continue à polluer comme des sourds, mais on va trouver des solutions technologiques qui vont nous permettre de pallier tout ça. Puis entre deux, le S2 et le S3 qui sont un peu plus... qui permettent de faire les chaînons manquants, on va dire.
Et dernier enjeu quand même quand on parle d'énergie et d'électricité, c'est que c'est quand même l'accès à un bien de première nécessité. C'est-à-dire souvent on entre dedans dans ce débat dans quelque chose de très technique, mais à la fin c'est reconnu dans je sais plus quel code, je sèche, mais c'est un bien de première nécessité. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'électricité, c'est pas juste votre portable que vous n'allez pas recharger, mais en fait vous n'allez pas réussir à vous chauffer, vous allez être coupé du monde, parce que le portable c'est quand même important pour ça, pour avoir des liens sociaux c'est aussi important. Bref, et donc accès à un bien de première nécessité, c'est en avoir suffisamment pour tout le monde et qu'il soit à un prix abordable. Troisième partie, c'est scénario de mix électrique. Alors, RTE a défini, c'était en 2021, je crois que ça s'appelle les futurs énergétiques 2050, 6 scénarios. Ces 6 scénarios ont beaucoup de points communs. Les points communs, en gros, c'est ce que je vous ai dit là, réduire la conso, électrifier, etc. Et ensuite, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais sur ces 6 scénarios, vous en avez 3 où il n'y a pas de nouveau nucléaire. Vous en avez 3 où il y a du nouveau nucléaire. Et par contre, dans les 6, vous avez un développement des renouvelables. Et maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que de toute façon, il va y avoir plus de renouvelables qu'il y a maintenant. Donc la question, c'est si vous refaites du nouveau nucléaire, il y a un peu moins de renouvelables, et puis réciproquement. Vous avez un scénario M0 qui est à 100% renouvelable en 2050, M1 qui est à 100% renouvelable en 2060, et celui-là il parie plutôt sur du renouvelable diffus, c'est-à-dire vous mettez des panneaux sur la toiture de votre maison, et le troisième scénario c'est aussi du 100% renouvelable en 2060. Donc quand je dis 100% renouvelable en 2060, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveau nucléaire dans ces 3 nouveaux scénarios, dans ces 3 scénarios-là, mais il y a la prolongation d'un certain nombre de centrales existantes, pas toutes, parce qu'il y en a qui commencent à avoir de la bouteille quand même, jusqu'en 2050 ou en 2060. Et donc le troisième scénario, c'est plutôt un modèle de grand parc éolien, de grand parc photovoltaïque. Les 3 scénarios avec du nouveau nucléaire, dans le premier, vous auriez 8 nouveaux EPR, dans le deuxième, vous en auriez 14, et dans le troisième, vous en auriez 14, plus des SMR. Mais même dans ce troisième scénario, donc vous comprenez, qui est le plus nucléarisé, et qui est très optimiste, je pense, en termes de capacité à construire autant de réacteurs et autant de SMR dans les délais, même dans ce scénario ultra nucléarisé, RTE prévoit une multiplication par 7 des capacités de solaire photovoltaïque, une multiplication par 2,5 de l'éolien terrestre et 22 gigawatts d'éolien en mer. Donc de toute façon, il faut en faire. Voilà. Alors, la relance du nucléaire, pour moi, c'est qu'une option et c'est une mauvaise option, et je vous explique pourquoi. C'est bon sur le délai? Voilà, bon, j'avance. Bon, tant que vous en dormez pas, je continue. Alors, cette partie, elle s'intitule l'urgence de planifier la sortie du nucléaire. Et les 3 parties sont importantes, c'est-à-dire que, à la fois, moi, je suis convaincu. Alors, je vous ai dit que j'ai grandi entre Flamanville et La Hague. Je ne sais pas si ça vous parle, Flamanville et La Hague. Voilà. Donc, moi, du club où je jouais au tennis, je voyais ce qu'on appelait à l'époque la Kojima, qui est devenue Landra, qui est devenue Orano. Et puis peut-être que bientôt, ça aura changé de nom quand ils se rendront compte qu'ils ont une mauvaise image. Bref, donc. L'urgence de... Je vous dis ça parce que, en fait, moi, je connais plein de gens, j'ai des membres de ma famille, j'ai plein d'amis qui bossent dans le nucléaire. J'ai pas de problème avec les gens qui travaillent dans le nucléaire. Et je suis pas né anti-nucléaire. Là où j'ai grandi, on n'en parle pas parce que tout le monde en vit. Donc c'est uniquement quand je suis devenu député que j'ai vraiment commencé à m'y intéresser. Et c'est parce que je travaille dessus à peu près tous les jours qu'aujourd'hui, je peux vous dire que ma conviction, c'est celle-là. C'est qu'il est urgent de planifier la sortie du nucléaire. Avec les 3 facettes qui sont importantes, c'est-à-dire il faut sortir, mais du coup, ça se planifie. Parce qu'on ne va pas sortir du jour au lendemain, mais du coup c'est urgent de planifier, plutôt que de procrastiner en permanence. D'abord parce qu'il y a toujours un risque d'accident, c'est pas moi qui le dis, c'est les 2 derniers présidents de l'autorité de sûreté nucléaire qui disaient, puisque ça a changé, un accident nucléaire en France est toujours possible, et dire le contraire serait irresponsable. Je peux vous dire que les présidents de l'autorité de sûreté nucléaire, c'est pas des gauchistes, ils n'ont pas leur carte à Greenpeace. Hein. Bon. Deuxièmement, c'est parce que sur la gestion des déchets, on n'a toujours pas de solution. Moi, je suis allé visiter CIGEO, je suis descendu à 500 mètres sous terre à Bure, je vous raconterai après si vous voulez, je ne suis pas du tout convaincu de ce concept. Troisièmement, je vous ai dit tout à l'heure, on nous parle de souveraineté en permanence.
100% de l'uranium, il est importé, donc je vois pas bien comment on est souverain avec le nucléaire. Donc non seulement tout est importé, mais en plus 40% passe dans les mains de Rosatom. Parce que tout ce qui vient du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan, ça passe par l'entreprise russe à la main de Vladimir Poutine, j'insiste un peu, Rosatom. Comme par hasard, dans les sanctions, depuis que la Russie a agressé l'Ukraine, dans les sanctions européennes, il n'y a rien sur le nucléaire. Bah oui, parce qu'on ne pourrait plus faire tourner nos centrales, nous, en France. Quatrième élément, je suis à peu près convaincu que le nucléaire n'est pas résilient au changement climatique. On sait qu'on a des cours d'eau à la fois qui vont être de plus en plus chauds, donc on ne peut pas en permanence rejeter de l'eau encore plus chaude dans un cours d'eau qui est déjà trop chaud, et chaque été, EDF demande des dérogations par rapport aux normes pour pouvoir rejeter de l'eau qui est jugée trop chaude dans les cours d'eau, et ça ne va pas s'arranger. On va avoir des cours d'eau peut-être aussi qui vont être quasiment à sec, donc si on n'a plus d'eau, on ne peut plus juste refroidir un réacteur, ça pose quand même un problème. On a des sites qui risquent d'être inondés, etc. Le bilan de l'EPR, il est catastrophique, et c'est pas seulement moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui a rendu un rapport en janvier de cette année, et qui dit qu'il est catastrophique, pas seulement à Flamanville, dont on attend toujours qu'il envoie enfin des électrons sur le réseau, qu'on puisse consommer. Je rappelle qu'Emmanuel Macron est allé visiter Flamanville, l'EPR, en avril de l'année dernière, c'est-à-dire quelques semaines avant les élections européennes, pour le démarrage de l'EPR. Bon, déjà c'était un mensonge, c'était le chargement du combustible. Le démarrage c'était en septembre, avec quelques jours de retard, et depuis c'est couac sur couac. Et pour l'instant, l'EPR de Flamanville, il est à l'arrêt. Et ça va bientôt faire 18 ans qu'on a commencé la construction, quoi. La Cour des comptes rend donc un rapport accablant pour Flamanville, mais pour l'EPR partout dans le monde. Je rentrerai dans le détail si vous voulez tout à l'heure, mais partout dans le monde, c'est retard, surcoût. Donc, parce qu'on a des difficultés technologiques, des difficultés industrielles, et donc qui se traduisent par ces retards et ces surcoûts. C'est pas gagné pour l'EPR2, là aussi c'est le rapport de la Cour des comptes qui le dit. On n'a toujours pas le design détaillé, c'est-à-dire pour l'instant le truc il n'est pas dessiné, quoi. Il n'est pas dessiné, mais on se dit qu'on parie l'avenir du pays là-dessus. Et d'ailleurs, au dernier Conseil de politique nucléaire, Emmanuel Macron a annoncé que les premiers EPR, finalement, on n'allait pas commencer le chantier en 2035 comme prévu, mais en 2038. Paf, on n'a pas commencé, qu'on a déjà pris 3 ans de retard. Donc, on a ça qui est... On ne sait pas combien ça coûte. Il y a eu une première estimation il y a 2 ans, c'était 51 milliards. L'année dernière, il y a un chiffre qui a fuité, on était déjà à 65. La Cour des comptes dit plutôt qu'on sera entre 80 et 100. Bah ouais, mais entre 51 et 100, il faudrait quand même savoir, parce qu'à la fin, c'est pas la même compétitivité. Et justement, la Cour des comptes insiste là-dessus, c'est qu'à la fin, si c'est tellement compliqué, si ça coûte tellement cher, ben en fait, on va peut-être pas le faire. Parce que tout simplement, ça va coûter trop cher. Ça va intéresser personne de payer son électricité 150 € du mégawattheure, quoi. Et puis c'est un modèle le modèle de financement n'est pas tout à fait arrêté. Et puis dernier élément là-dessus, vous avez peut-être suivi en 2022-2023, la filière nucléaire française a été très en difficulté. Il a fallu arrêter pendant plusieurs mois une vingtaine de réacteurs sur 56, puisqu'il n'y a toujours pas Flamanville, à cause de la corrosion sous contrainte. On a trouvé ce qu'on appelle des solutions d'ingénieurs, c'est-à-dire qu'on a réparé les tuyaux, mais on ne sait toujours pas d'où vient la corrosion sous contrainte. Donc en fait, on n'est pas sûr qu'elle ne revienne pas, alors sur les réacteurs existants, mais même sur les nouveaux modèles, puisqu'on ne sait pas d'où ça vient. Donc voilà, dans le meilleur des cas, entre guillemets, on aurait 6 nouveaux EPR, des EPR2, en 2050, mais on aura évidemment fermé plusieurs des réacteurs existants, puisque je crois qu'on est déjà à 2 tiers qui ont 40 ans, c'était leur durée de vie initiale. En 2050, il n'y en aura que 9 qui auront moins de 60 ans. Donc évidemment qu'il y en aura qui seront arrêtés, qu'on le veuille ou non, en vérité. Donc en 2050, on peut déjà prévoir à coup sûr que le nucléaire produira moins d'électricité qu'aujourd'hui, c'est certain. Il n'y a pas d'autre option. Et donc il ne permettra pas d'électrifier davantage les usages et de sortir des fossiles, qui, je le rappelle, est le premier enjeu. Donc moi je crois qu'il n'est pas raisonnable d'engager plusieurs centaines de milliards, parce que je vous ai dit 100 milliards, là, le chiffre de la Cour des comptes, c'est juste pour les chantiers. Mais en fait, il faut emprunter de l'argent pour faire tout ça. Donc après, il faut rembourser les emprunts. Donc en fait, on est déjà entre 100 et 200 milliards finalement. Donc c'est quand même beaucoup d'argent qui risque à la fin de ne pas servir à grand-chose et qui d'ici là vont continuer les émissions de gaz à effet de serre de s'accumuler. Pour l'instant, je vous ai cité que des acteurs institutionnels, RTE, ADEME. Là, je vais vous citer Greenpeace. Donc vous prenez comme vous voulez. Mais Greenpeace, ils ont sorti un rapport il y a peut-être 2 ans maintenant. À l'époque où EDF avait dit que ça coûterait 51 milliards, Greenpeace avait calculé que
Au lieu de mettre 51 milliards dans des nouveaux réacteurs d'ici 2050, si vous mettez la même somme sur le développement des renouvelables, l'avantage des renouvelables, c'est qu'on sait faire, en fait. On sait le faire tout de suite. Ça prend à chaque fois quelques années quand même, le temps d'installer des panneaux, le temps de... Mais en fait, on sait le faire. Et bien, d'ici 2050, vous évitez 3 fois plus de gaz à effet de serre, tout en produisant 4 fois plus d'électricité. Bon, ça se réfléchit quand même. Et du coup, j'en arrive à mon dernier point, qui est le prix de l'électricité et le post-ARENH. Alors, l'ARENH, ça veut dire accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Ça a été mis en place en 2011 parce que, vous savez bien, il faut toujours tout libéraliser dans l'Union européenne, donc y compris la fourniture d'électricité. Sauf que pour réussir à faire exister sur le marché de l'électricité français d'autres acteurs qu'EDF, eh ben, il a bien fallu qu'EDF vende à perte l'électricité qu'elle produisait. Parce que les fournisseurs alternatifs, ils fournissent rien d'autre que la facture, à part quelques-uns, Enercop par exemple, qui arrivent à faire des petits parcs, des choses comme ça. Mais les autres, c'est juste des acteurs de marché. En fait, ils achètent de l'électricité à EDF et vous la revendent à vous. Pour pouvoir exister sur ce marché, eh ben, fallait qu'il achète pas cher EDF. Donc ça a été fixé à 42 € du mégawattheure du début à la fin. En vérité, c'est ce qui leur a permis d'exister. Alors, la loi avait prévu qu'il n'y ait que 100 TWh d'électricité qui soient vendus à ce prix-là par EDF. EDF, il produit entre 350 et 370 MWh d'électricité nucléaire chaque année. Donc, il fallait qu'ils vendent 100 sur 350 en gros. Mais en fait, par construction, et y compris par des contrats avec des grosses entreprises qu'on appelle des électro-intensifs, genre les fabriques d'aluminium, les verreries, donc ont besoin d'énormément d'énergie, en fait, ils essayent de passer des contrats un peu plus avantageux. Donc le tarif de l'ARENH, il bénéficiait aussi à ces gros industriels-là, ce qui fait qu'en vérité, EDF vendait les 3/4 de son électricité nucléaire bradée à 42 €. Ce truc, c'était prévu, il prend fin à la fin de l'année. 31 décembre 2025, c'est fini, il n'y a plus d'ARENH. Donc, tout le monde est là à se dire combien je vais payer mon électricité à partir du 1er janvier. Et c'est là que dans le PLF 2025, donc étudié à l'automne dernier, l'article 4 du projet de loi de M. Barnier prévoyait un dispositif qu'on appelle post-ARENH, puisqu'il prend la suite de celui-là. Alors, il y a 3 volets. Il y a une partie contrat de long terme, donc ça c'est l'Union européenne. Il y a eu une négociation l'année dernière pour essayer de revoir le marché européen de l'électricité. La seule chose intéressante de cette révision, c'est de dire les acteurs type EDF, les producteurs, ils doivent proposer aux consommateurs, les gros consommateurs, enfin les entreprises de taille intermédiaire, des contrats à 4-5 ans, parce qu'en fait ces entreprises, elles ont besoin de cette visibilité. Ça a plutôt bien marché. EDF a trouvé des clients, on a vendu pas mal. Il y a un deuxième dispositif qui s'appelle les CAPEN, les contrats d'allocation de production nucléaire. Alors ça, pour l'instant, on boit le bouillon. Il y a un seul contrat qui a été signé. Il y a une dizaine de lettres d'engagement, mais en fait, ça vaut rien. Et qu'est-ce que c'est que ces contrats d'allocation de production nucléaire ? Précisément, c'est les très gros industriels type aluminier. Donc eux, ils n'ont pas besoin de contrats à 4-5 ans, ils ont besoin de contrats à 10-15 ans. Parce que quand vous investissez dans ce type d'industrie, c'est plusieurs millions d'euros, donc il faut qu'il y ait le temps de retour sur investissement, quoi. Et donc en contrepartie, il faut que vous soyez certain qu'EDF il va vous proposer suffisamment d'électricité et à un prix concurrentiel pendant cette période-là. Sinon, vous fermez la boutique et puis vous allez voir ailleurs, vous changez de pays. On parle de multinationales en fait qui s'en fichent de produire en France ou ailleurs, à peu près. Et donc ce type de contrat, c'est un contrat qui est très particulier parce que c'est un contrat de partenariat industriel où l'entreprise qui veut en bénéficier, elle doit mettre plusieurs millions, elle doit donner plusieurs millions à EDF pour qu'EDF puisse investir dans la prolongation de ces réacteurs existants. Parce qu'on n'en a pas parlé pour l'instant, mais la prolongation des réacteurs existants, c'est entre 4 et 6 milliards par an qu'EDF doit mettre déjà chaque année depuis 2014 pour réussir ça. Donc ils ont besoin d'argent frais. Et le deal, c'est ça, c'est un type Aluminium Dunkerque. Donnez-moi 30 millions, on parle de dizaines de millions d'euros, et en échange, je vous fais un contrat. Il y a une seule entreprise française, pour l'instant, qui a été intéressée. Pourquoi ? Parce que les autres disent le tarif qui est proposé par EDF, il n'est pas suffisamment avantageux. En fait, ils ont été biberonnés à l'ARENH qui coûtait 42 €, donc forcément aujourd'hui tu leur dis 70 et ils y trouvent un cheveu, quoi. Et puis par ailleurs, il y a un risque industriel, c'est-à-dire que les années où EDF réussirait pas à produire suffisamment d'électricité, les industriels doivent faire avec ce qu'ils ont. Le dernier truc, c'est le versement nucléaire universel. Alors,
Je vous ai dit, dans le système précédent de l'AREN, EDF vendait une partie de son électricité directement aux fournisseurs alternatifs et aux grands industriels. Demain, si ça passe, pour l'instant c'est quand même dans les tuyaux, puisque ça a été imposé par 49.3, au 1er janvier 2026, en fait, EDF vendra toute sa production électrique, nucléaire et tout le reste sur le marché. Les fournisseurs alternatifs, ils iront tout acheter sur les marchés, donc il n'y a plus de relation directe, et ils vous vendront, les fournisseurs, à vous clients, au prix de marché. Alors, l'État dit, bon, ok, on fait ça, mais on va faire des seuils de taxation. C'est-à-dire que si le prix de marché s'envole, EDF va devoir, on va taxer les profits nucléaires, sur la production nucléaire, on va taxer les profits d'EDF. Et on va fixer deux seuils, un premier qu'on appelle seuil de taxation, et un deuxième, un seuil d'écrêtement. Au-dessus du seuil de taxation, on pique 50% des profits d'EDF pour les reverser aux consommateurs sous forme de le fameux versement nucléaire universel. Et au-dessus du tarif d'écrêtement, on capte 90% des profits d'EDF pour les reverser également. Alors, ça pose plusieurs problèmes. C'est que pour l'instant, dans la loi, on ne sait rien des seuils. C'est-à-dire qu'au départ, quand cet accord a été signé entre Bruno Le Maire et Luc Rémont, qui était le PDG d'EDF, il avait dit bah, c'est pas difficile, le premier seuil c'est 70 € du mégawattheure, le deuxième c'est 110. Et puis finalement, ils ont dit bon, on va inventer une formule pour avoir un petit peu de souplesse, parce que quand même, ce serait bien que le politique il puisse mettre son nez là-dedans. Et donc, ces seuils ne sont pas fixés. On ne sait rien non plus de la manière dont ce versement nucléaire universel va être rapatrié sur les factures. Et on ne sait rien non plus des prix de marché dans les mois et les années qui viennent. Parce que depuis l'agression de l'Ukraine par la Russie, ça avait explosé. On est monté à plus de 1000 € du mégawattheure. Aujourd'hui, on est à 70, pour vous dire les ordres de grandeur, hein. Donc, il y a 2-3 ans, c'était monté à 1000 €. Alors, il y a eu tout un tas de mécanismes pour faire en sorte que vous ne payiez pas 1000 € le mégawattheure, sinon on aurait tous arrêté de consommer du courant. Mais aujourd'hui, ça a baissé, mais il paraît qu'on est en guerre. Donc, je ne sais pas, moi j'ai entendu Emmanuel Macron il y a quelques semaines. Vous connaissez comme moi les tensions géopolitiques. Rien ne dit que demain, le prix de l'électricité ne va pas à nouveau exploser. D'autant que je vous ai parlé de la réforme du marché européen de l'électricité tout à l'heure. Le prix de l'élec, au niveau européen, il reste calqué sur le prix du gaz. Je ne rentre pas dans le détail, mais en fait, si le prix du gaz monte, le prix de l'électricité augmente. Je vous expliquerai si vous me posez la question. Donc, on a un vrai problème. Et pourquoi j'ai un peu insisté sur le nucléaire tout à l'heure, et promis, j'ai presque fini, c'est que comment vont être définis ces seuils qui, pour l'instant, ne sont pas écrits noir sur blanc? On va partir du coût de production du nucléaire existant. C'est la commission de régulation de l'énergie qui est chargée de calculer ce truc-là. La commission, elle a dit il y a 2 ans que c'était 60 €, puis aujourd'hui elle dit que ce serait plutôt 70, et puis EDF, de toute façon, il disait déjà c'est 75. Donc ça, c'est le début. Et puis après, vous avez une fourchette qui va être laissée à la main du gouvernement, des ministres chargés de l'énergie et du budget, pour intégrer le fait que EDF doit investir dans la prolongation de ses réacteurs existants, donc 4 à 6 milliards par an, je vous ai dit tout à l'heure, doit éponger sa dette, 54 milliards, et doit investir dans les nouveaux réacteurs. Je vous ai dit tout à l'heure, entre 51 et 100, peut-être plus. Donc on a quand même un sujet, quoi. Ça veut dire qu'on a un seuil de taxation qui n'arriverait pas avant 95 € du mégawattheure. C'est-à-dire que si les prix de marché, ils peuvent monter, aujourd'hui ils sont à 70, eh ben ils peuvent monter jusqu'à 95 € du mégawattheure, et il n'y aura aucune taxation, aucune redistribution sur les factures. Et je vous ai dit, l'AREN, c'était 42 €. Alors, je ne dis pas que les gens ils payaient 42 € parce qu'il y a d'autres choses dans la facture. Mais on a quand même ce gap qui est énorme. C'est pour ça que l'UFC Que Choisir, il y a quelques semaines, a dit, nous on a calculé, les factures elles vont augmenter de 19% au 1er janvier 2026. Le gouvernement a dit non, c'est du pipeau. Et moi j'aurais fait une question écrite, j'ai posé toutes les questions pour répondre à ce que je viens de vous décrire. J'attends encore la réponse. Donc en fait le gouvernement conteste, mais ne peut pas dire ce sera quoi le vrai prix des factures en 2026. Et quand je les avais interrogés cet automne, ils disaient non, c'est compliqué, vous comprenez, vous montrez des factures, des projections. Bah, je sais pas, moi j'étais rapporteur pour le Parlement, je suis censé dire à mes collègues si ce truc est bien ou pas bien, montrez-moi des factures, que je leur dise si ça va baisser, si ça va augmenter, de combien ça va augmenter. Conclusion. Et promis, c'est la conclusion. D'abord, je pense que ce serait bien que le gouvernement respecte la loi en permettant à la représentation nationale de bâtir la loi de programmation énergétique. Deuxièmement, je pense que le débat doit être transparent et éclairé avec toutes les données technologiques, industrielles, financières, géopolitiques. Je pense qu'il faut dire la vérité sur tous les sujets. Vous avez compris que j'ai insisté sur le nucléaire, mais il faut dire la vérité sur tous les sujets.
parce qu'un mix électrique 100% renouvelable, ça pose aussi un certain nombre de défis, je ne me le cache pas. Le débat va avoir lieu, à mon avis, dans toute la société pour entraîner de l'adhésion, parce qu'en fait, sinon, vous allez avoir des blocages. Là, on vient de voir qu'il y a un tribunal qui a rendu un jugement pour qu'il y ait un parc éolien qui soit arrêté, parce que il y a des gens qui ont, des riverains en particulier, pas que des riverains à mon avis, mais bon, qui ont contesté le projet va pas se faire. Donc, en fait, si on veut emmener les gens et créer de l'adhésion, il faut qu'ils aient toutes les cartes en main. Et moi, je pense que le débat sur l'énergie, c'est un débat où il y a de la technologie, mais vous avez vu que moi, je vous en ai parlé un peu de technologie, mais en fait, il y a plein d'autres enjeux. Il y a des enjeux industriels, il y a des enjeux financiers, etc. Et je pense qu'on est tous citoyens, travailleurs, êtres humains, un peu au centre d'un carré où, pour moi, il y a 4 pôles. Il y a nos besoins et nos désirs. Voilà, qu'est-ce qu'on a envie de... C'est quoi le minimum et c'est quoi ce qu'on voudrait au maximum? Donc, typiquement, en termes de consommation d'énergie. C'est quoi les limites planétaires? Et les limites planétaires, il y a le changement climatique, mais il n'y a pas que le changement climatique. C'est quoi les solutions technologiques? Et c'est quoi les solutions sociétales? Parce que, par exemple, quand on parle de sobriété, si vous faites du covoiturage, en fait, le covoiturage, c'est pas dur. Enfin, c'est une question d'organisation, quoi. C'est d'appeler son voisin, la personne qui fréquente la même fac que vous, le même boulot que vous. Ça fait diminuer tout de suite les émissions de gaz à effet de serre et il n'y a pas besoin d'avoir fait la révolution technologique. Voilà, merci. Ouais. Mais comme vous l'avez démontré, en France, on a les capacités, la technologie pour construire dans les énergies renouvelables, que ce soit des éoliennes, ou bien des panneaux solaires et que sais-je. Et ça paraît être tout aussi efficace que le nucléaire. Et donc la question vous paraît assez simple, pourquoi ne pas investir dans le renouvelable plutôt que le nucléaire? Alors, bonne question. Je réponds à chaque fois ou on en prend... Si vous voulez cumuler les questions... Non, c'est plus simple comme ça. Allez, on fait comme ça. Comme ça, j'oublie pas la question. Pourquoi? Moi, je pense en fait, il y a quand même une question de tradition. Moi, je suis assez copain avec un physicien nucléaire qui travaille au CERN en Suisse, qui a fait toute sa carrière dans le nucléaire. Je suis assez copain aussi avec Bernard Laponche, qui a commencé sa carrière au commissariat à l'énergie atomique, qui est physicien nucléaire, son métier d'origine, c'était de construire des réacteurs. Et en fait, c'est des gens qui sont spécialistes du sujet, ils sont bien meilleurs que moi d'ailleurs, et pourtant qui sont opposés à ça. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que pour notre malheur, on a été fort dans le nucléaire dès le début, parce que depuis que Marie Curie a découvert les propriétés de l'uranium, en fait, ça nous a donné une avance, une aura, et puis on a développé d'ailleurs la recherche avant même de développer la technologie. Et puis ensuite, il y a eu le plan Mesmer, il y a eu la volonté de Gaulle et puis le plan Mesmer de développer d'abord l'arme nucléaire, et ensuite un programme de nucléaire civil. D'ailleurs, le CEA, le commissariat à l'énergie atomique dont je parlais tout à l'heure, qui existe encore, c'est l'instrument du nucléaire en France. Et quand je dis du nucléaire, qui fait le pont d'ailleurs entre le nucléaire civil et militaire, c'est eux qui ont développé les deux en même temps. Et donc, en fait, il y a cette culture en France. J'hésite pas à dire d'ailleurs qu'il y a ce lobby aujourd'hui, et donc c'est très difficile. Et le lien entre civil et militaire, alors pour le coup c'est pas un sujet que je maîtrise suffisamment, mais c'est clair qu'il est là. Par exemple, pourquoi est-ce que la France est le seul pays au monde où on retraite l'uranium usagé une fois qu'il est passé dans les centrales? C'est ce qu'on fait à La Hague. Et bien parce que quand on retraite, on récupère le plutonium. À quoi sert le plutonium? À faire des bombes atomiques. Voilà. Et on est le seul pays au monde, si je dis pas de bêtises, qui continue de faire ça. Ce qui fait que d'ailleurs, il y a d'autres pays du monde qui nous envoient leurs déchets nucléaires pour qu'on fasse la manip et tout ça. Donc, il y a vraiment une histoire de lobby. Il y a le fait que EDF, du coup, s'est construit avec cette image. Moi, hier encore, je déjeunais avec des salariés, des membres du comité social d'entreprise d'EDF. On est d'accord sur plein de trucs, sauf sur le nucléaire. Donc ils sont très sympas, on discute, on est vraiment d'accord sur plein de trucs. Mais là-dessus, ils disent « Ah non, mais tu comprends ». Et moi, quand je leur dis « Mais de toute façon, t'es d'accord, il y a des centrales, elles vont s'arrêter. Toi, t'es syndicaliste, qu'est-ce que t'as prévu pour tes collègues qui vont perdre leur boulot ?» Eh ben, on construit des nouveaux réacteurs. Mais oui, mais non. Donc voilà. Donc Et il y a vraiment une histoire de lobby. Je redis pas ce que j'ai dit, mais sur le Conseil de politique nucléaire, c'est vraiment un truc de dingue. Ce truc nous échappe tout le temps. Je pourrais vous raconter aussi la bataille homérique qui a eu lieu ces 2 dernières années sur la fusion entre l'IRSN et l'ASN. Donc aujourd'hui, il existe l'ASNR.
l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Depuis le 1er janvier de cette année jusqu'à l'année dernière existait l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et l'ASN, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'autorité de sûreté nucléaire. Ce qui était bien dans ce système bicéphale, c'était que l'Institut, il avait des experts et des chercheurs, donc il expertisait en toute indépendance. L'ASN, il prenait les décisions. Aujourd'hui, vous avez tout réuni. Donc, celui qui prend la décision, c'est celui qui fait l'expertise. Qu'est-ce qui dérangeait Emmanuel Macron et toute la filière nucléaire? C'est que de temps en temps, l'expertise, elle n'arrangeait pas la filière et qu'elle sortait, elle était rendue publique avant que l'autorité prenne sa décision. Et l'autorité pouvait plus prendre sa décision en toute indépendance, entre guillemets, puisque ça y est, le public était au courant qu'il y avait une fuite sur je sais pas quel réacteur. Donc, on est vraiment dans une phase, moi je discute aussi avec des journalistes qui sont spécialisés sur la question, et le sentiment de tout le monde, c'est que on était allé sur de la transparence. En 2006, il y a une loi qui s'appelle TSN, Transparence et Sûreté Nucléaire, qui avait essayé de faire un effort, qui avait créé notamment le HCTISN, le Haut Conseil à la Transparence et à l'Information en Sûreté Nucléaire, et en fait, là, on sent qu'on est... voilà, Emmanuel Macron est en train de tout récupérer pour lui, il prend ses décisions dans le secret de ce Conseil de politique nucléaire, et tout nous échappe, quoi. Après, juste, les macronistes, ils disent tout le temps, il ne faut pas opposer les énergies. D'ailleurs, ils ont fait une loi d'accélération du renouvelable. Sauf que quand tu regardes la loi d'accélération des renouvelables, à l'heure où je parle, j'ai vérifié hier avant de venir, il y a 47% des décrets d'application, elle a été votée il y a 2 ans, il y a 47% des décrets d'application qui ne sont toujours pas pris, et par contre, il y a un arrêté ministériel qui a été pris il y a 3 semaines pour dire qu'on allait quand même un peu ralentir les subventions sur le photovoltaïque, parce que tu comprends, après, on est enquiquiné avec les centrales nucléaires, il faut jouer sur la production. Donc, voilà, il y a un discours, et puis il y a la réalité, quoi. Vous aviez mentionné que le nucléaire c'était une option, mais ce n'est pas la bonne option. Oui. L'option c'est le renouvelable. Oui. Mais enfin, moi je ne sais pas trop où on en est. Ouais. En termes de capacité de recyclage par exemple des éoliennes ou du photovoltaïque, parce que c'est renouvelable de fait, on peut voir un différent, etc. Alors, moi je me suis posé les mêmes questions que vous. Alors d'abord, juste... les renouvelables, c'est pas une option. Je pense avoir montré que même dans les scénarios les plus... Voilà. Donc de toute façon, il va y en avoir. C'est une vraie question, et nous, ça fait, à la France Insoumise, évidemment qu'on s'intéresse à ces questions-là. Tout à l'heure, j'ai cité Greenpeace, il y a une autre institution que je trouve intéressante, c'est Negawatt. Et Negawatt, ils produisent aussi des scénarios de production d'électricité et d'énergie, et ils ont produit aussi un rapport qui s'appelle Megamat, et là, c'est plutôt en termes de matière, de quoi on aurait besoin pour faire tourner ce machin-là. Donc nous, on est très vigilants sur le fait que est-ce qu'on va réussir à recycler, est-ce qu'on va trouver la matière et sans être obligé d'aller coloniser partout dans le monde. Donc c'est une vraie bonne question que j'ai posée plusieurs fois pour en être tout à fait convaincu, à RTE, à Enedis, à des acteurs du renouvelable. Et moi, ce qu'ils me disent, c'est qu'aujourd'hui, on recycle 95% d'une éolienne et je crois que c'est encore un peu plus pour un panneau photovoltaïque. La vraie question sur ce sujet-là, c'est plutôt où est-ce qu'on le produit. Et aujourd'hui, il y a des panneaux photovoltaïques dans tous les ports d'Europe qui nous viennent de Chine, parce qu'il y a 2 ans à peu près, la Chine a décidé de sursubventionner ces panneaux photovoltaïques. Donc on est passé en quelques mois d'un panneau français, alors en France il restait qu'un seul producteur, 2 producteurs, qui coûtait 2 fois plus cher qu'un panneau chinois, mais les vendeurs, moi, ils me disaient, j'arrive à convaincre mes clients que, ouais, c'est 2 fois plus cher, mais t'achètes français quand même. Sauf que là, avec les subventions, c'était 4 fois plus cher. Donc là, ils ont tous mis la clé sous la porte. La dernière, c'était Photowatt. Nous, on s'était battu pour que ce soit nationalisé, et malheureusement, c'est pas le cas. Donc, à l'heure où on parle, il n'y a pas un seul panneau solaire qui est produit sur le sol français, alors qu'on a su le faire. Du coup, il y avait une question aussi, presque la même veine que celle que tu viens de poser. Ouais. Vous citiez Greenpeace en disant que les 51 milliards investis dans le nucléaire, c'était moins performant que 51 milliards dans les énergies renouvelables. Le problème qu'on a avec les énergies renouvelables, c'est qu'elles fonctionnent par intermittence. Donc on n'a pas tout le temps du vent, on n'a pas tout le temps du soleil. Donc comment est-ce qu'on fait pour les stocker? Est-ce qu'on va construire des géants de batteries au lithium qui vont encore pomper plus de ressources? Ou alors est-ce qu'on va mettre ça dans un réseau continu? Comment est-ce que vous voyez ça? Et pareil, c'est une excellente question. Il ne faut pas croire que je suis un idéologue. Je me pose beaucoup de questions moi-même et je vérifie les réponses auprès des gens compétents. Comment on fait? Alors, j'ai oublié la première partie de la question, mais c'est pas grave, je vais retrouver. En fait,
Oui, c'est ça, je voulais dire. Dans la littérature scientifique, y compris le vocabulaire d'RTE, RTE, c'est pas des antinucléaires. On dit plus, normalement, intermittente, on dit variable. Parce qu'en vérité, je vais pas vous raconter que les panneaux photovoltaïques, ça produit la nuit, je mentirais, mais en fait, les renouvelables, c'est pas on-off, ça produit plus ou moins. Donc, c'est variable. C'est important, c'est pas juste pour taquiner sur le vocabulaire, mais c'est important aussi en termes de concept et de comprendre ce qu'on peut faire avec. Notamment, on peut bénéficier de ce qu'on appelle de l'effet de foisonnement. C'est-à-dire que, en fait, toutes ces capacités de production, elles sont connectées sur un réseau, de même que les centrales nucléaires. Toutes les capacités, elles sont connectées sur un réseau. Et donc, ce qui compte, c'est pas si l'éolienne à côté de chez vous, elle tourne pour que vous puissiez recharger votre portable, c'est s'il y a une éolienne sur le réseau français et même européen, puisque tout ça est connecté à l'échelle du continent européen. Il y a, je ne sais plus combien, mais il y a pas loin d'une 50aine d'États qui sont connectés. Il y avait même l'Ukraine jusqu'à l'invasion, donc c'est pas juste les 27 pays de l'UE. Et donc, du moment qu'il y a du vent quelque part, il y a des éoliennes qui tournent et qui fournissent de l'électricité sur le réseau. Même chose pour le photovoltaïque, et puis et tout ça se cumule, c'est-à-dire t'as pas de soleil ici, mais t'as du vent ailleurs, et donc ça produit. Ça, c'est RTE qui a bien montré, il y a des graphiques qui montrent que l'effet de foisonnement, quand on compte dessus, en fait, c'est là qu'on voit la véritable productivité de ces moyens de production. En particulier sur l'éolien en mer, on a un facteur de charge sur l'éolien en mer qui peut être de 55%. Le facteur de charge, c'est ce que ça arrive à produire en vrai par rapport à la capacité installée. C'est-à-dire vous avez une éolienne ou un parc éolien, on va dire, qui peut produire 1 gigawatt. C'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire, mais c'est à peu près ces ordres de grandeur. S'il produit que 500 mégawatts, eh ben, il a un facteur de charge de 50%. Voilà. Donc c'est ça le truc. Donc sur l'éolien en mer, parce que en fait les vents sont beaucoup plus réguliers et beaucoup plus forts, vous avez un facteur de charge de 55%. C'est moins que le nucléaire, mais c'est autant que le nucléaire quand il était en carafe en 2022 avec son problème de corrosion son contrat. Donc ça c'est le premier élément sur foisonnement. Et deuxième élément, en fait, tous les acteurs travaillent sur ce qu'on appelle... Alors, il y a les capacités de stockage, et là, tous disent que il faut développer des capacités de stockage. Alors, il y a les batteries, certes, mais moi, je ne crois pas qu'il faille faire des énormes garages de batteries. Donc, il y a les batteries individuelles s'il y a des panneaux sur votre toit, mais visiblement, on ne peut pas se passer des batteries. Après, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des innovations technologiques sur les batteries qui font que celles qu'on utilise aujourd'hui, en fait, dans 10 ans, il y aura des tout nouveaux modèles qui permettront de régler en partie le problème des matières. Et puis, vous avez d'autres moyens de flexibilité. Les STEP. Les STEP, ça veut dire station de transfert d'énergie par pompage. C'est un barrage, mais c'est un barrage qui fonctionne dans les deux sens. Donc, quand vous avez besoin de turbiner, vous laissez descendre l'eau, hop, vous produisez de l'électricité. Et la nuit, où il y a moins de demande d'électricité, vous turbinez dans l'autre sens et vous faites remonter l'eau. En fait, ça fait le yo-yo comme ça. J'ai pas dit que c'était facile, parce que les gens qui sont pas d'accord pour avoir une éolienne à côté de chez eux, je suis pas sûr qu'ils soient d'accord pour qu'on construise un nouveau barrage. Bon. Donc, j'ai pas dit que c'était facile. Et là où travaillent tous les acteurs, RTE et Enedis. Donc, RTE, c'est ceux qui s'occupent du transport d'électricité, c'est les câbles à haute tension. Enedis, c'est ceux qui s'occupent, on appelle ça la distribution, c'est les câbles qui arrivent jusqu'à chez vous, quoi, du poste de distribution jusqu'à chez vous. Et alors, c'est deux filiales d'EDF, en fait. Auparavant, tout était intégré. Bon, maintenant, chacun fait son truc. Mais ils ont gardé l'habitude de travailler ensemble. Ils travaillent aussi sur la flexibilité de la demande. Parce que je vous ai dit, de toute façon, les ENR, ils se développent. Essentiellement le photovoltaïque, et donc on se retrouve avec tous les jours une courbe de l'électricité en cloche comme ça, en gros entre 10h et 16h, vous avez vachement d'électricité qui est produite, et même vachement trop. Et c'est pour ça qu'on a même des épisodes, comme on est toujours dans un cadre de marché, des épisodes de prix négatifs. C'est-à-dire que pour dissuader les producteurs d'énergie renouvelable de mettre de l'électricité sur le réseau, on a des périodes de prix négatifs. Si vous mettez de l'électricité sur le réseau, vous devez payer plutôt que d'être payé pour en mettre. Voilà. Donc tous les jours, voilà, vous avez cette cloche. Et en fait, l'idée de la flexibilité de la demande, c'est de faire correspondre la consommation, les pics de consommation, avec les pics de production. Donc il y a des consommations qui sont à l'heure actuelle en dehors de la cloche de production. Eh ben, il faut essayer de les mettre dedans. Alors c'est pas toujours facile. Vous n'allez pas, je sais pas si le matin, je sais pas ce que vous pouvez faire le matin, vous allumez votre bouilloire à 8h quand vous prenez votre petit-déj, vous n'allez pas l'allumer à midi parce qu'il y a du soleil, puisque votre petit-déj, c'est à 8h qu'il faut le prendre. Donc, ça marche pas pour tout, mais ça peut quand même beaucoup permettre de réduire le problème. Et RTE a rendu un rapport en fin d'année dernière, donc c'est des choses qui avancent bien quand même. Bonjour Monsieur le député, tout d'abord je vous remercie d'être venu aujourd'hui dans
lors de cette conférence. Moi, ma question, elle avait trait à l'enjeu de la souveraineté. Vous parliez tout à l'heure, vous aviez expliqué, vous aviez démontré que le nucléaire, donc, loin d'assurer la souveraineté énergétique de la France, ça nous rendait en quelque sorte dépendants, puisque je crois que vous parlez de l'uranium, qui était en très grande partie importé donc de l'étranger. Et ma question, c'est la suivante. Puisque vous prenez des engagements progressifs du nucléaire, et qu'en même temps vous voulez assurer la souveraineté énergétique de la France, si demain vous arrivez au pouvoir, comment est-ce que vous assurez cette souveraineté énergétique ? Eh bien, il faut. Alors, c'est un peu quand je disais, il est urgent de planifier la sortie du nucléaire, c'est-à-dire, il faut le planifier, donc c'est-à-dire qu'il faut se donner un plan sur plusieurs années où on va dire, voilà, telle centrale, elle va devoir s'arrêter, et du coup, il va falloir augmenter les capacités de production en renouvelables. Et pour être vraiment souverain, parce que vous auriez pu me poser cette question-là, j'ai dit que les panneaux photovoltaïques, on n'en produit pas en France. Pour être souverain, il va falloir en produire en France. C'est la raison pour laquelle nous, systématiquement, on insiste sur le volet filière industrielle des renouvelables et pas juste compter sur la main invisible du marché pour faire en sorte qu'on ait des acteurs privés suffisamment costauds pour répondre à la demande, et formation. Donc, et ça, pour le coup, c'est vraiment de la politique que l'État doit mettre en place. Donc, il faut qu'il y ait des formations pour qu'il y ait des gens qui soient compétents et qui s'engagent dans ces filières-là. Et il faut soutenir les filières industrielles. Donc, si ça doit passer par des acteurs publics dans un premier temps, si ça doit passer par des nationalisations temporaires, des choses comme ça, à partir du moment où on pense que ça répond à l'intérêt général, il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire. Ça va pour... Mais attends, j'insiste sur un truc que j'ai dit tout à l'heure, une planification démocratique. C'est-à-dire que moi, je veux pas qu'on torde le bras de les Français pour qu'ils aient une éolienne au bout de leur jardin. Vraiment, c'est presque la partie la plus difficile, presque plus que la partie technique. C'est de faire en sorte que les gens s'approprient ces enjeux. Mais pour ça, d'abord, il faut qu'on arrête de leur raconter des salades. Il faut qu'on organise des temps de débat où on leur demande vraiment leur avis. Typiquement, moi, je pense que la Convention citoyenne sur le climat, c'était un modèle de ce qu'on peut faire. Le problème, c'était que les données d'entrée étaient pas bonnes. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il avait dit, discutez de tout ce que vous voulez, alors sauf ça. Et puis à la fin, il a dit, je garde tout, puis en fait, il a rien gardé, quoi. Donc, le problème, c'est pas la convention citoyenne telle qu'elle a fonctionné. D'ailleurs, les conventionnels, les 150 tirés au sort qui ont participé, quand je dis tirés au sort, il y a eu un redressement sociologique, je sais pas si vous avez étudié ça, mais c'est passionnant, la convention citoyenne sur le climat. Les 150, comme ils ont compris qu'ils n'ont pas servi à grand-chose, mais qu'ils avaient quand même beaucoup travaillé et progressé, ils ont décidé de monter une association pour continuer le travail entre eux. Et pour moi, c'est un petit peu un modèle de ce qu'il faudrait faire. Nathan, vas-y. Du coup, on parle beaucoup en énergie renouvelable du solaire, notamment, et des éoliennes, etc. Mais est-ce que ça pourrait être viable, l'hydroélectricité ou la géothermie? Est-ce qu'on a les technologies nécessaires, la recherche nécessaire, ou est-ce qu'en France, c'est pas du tout possible, ou est-ce que... Si, super question. Alors, d'abord, ce qui est bien, c'est d'insister sur le fait que... parce que là, j'ai parlé beaucoup d'électricité, alors qu'au début, je vous ai dit, attention, en fait, c'est le mix énergétique qu'il faut regarder, il faut remplacer 60% de consommation de fossiles. Donc, ce qui est bien, c'est d'insister sur le fait que, par exemple, pour la chaleur, on peut produire de la chaleur sans passer par de l'électricité. Sur les toits, on peut mettre des panneaux photovoltaïques, mais on peut mettre des tubes juste où l'eau qui chauffe dedans, l'eau qui passe dedans, elle chauffe, et en fait, vous avez de l'eau chaude, y compris en région parisienne. Moi, j'ai un ami, il habite au Lilas, ça fait 20 ans qu'il a installé ça, il se chauffe avec ça. Il y a peut-être une petite centrale d'appoint, un petit machin, mais je veux dire, donc, c'est important de dire ça. Et sur la géothermie, c'est vrai aussi. La géothermie, il y a un potentiel qui est très important et qui n'est pas encore exploité sur la géothermie en France. Sans d'ailleurs être obligé d'utiliser des techniques comme la fracturation hydraulique. Vous savez, c'est cette technique qui est utilisée aux États-Unis pour aller chercher des gaz de schiste. C'est une catastrophe environnementale. Donc, si on veut faire de la géothermie profonde, on est obligé d'utiliser ça, mais nous, c'est pas ce qu'on dit. On peut faire de la géothermie qui est un petit peu plus basse. Et en fait, il y a un gros potentiel dans le bassin parisien en particulier. Moi, j'en ai visité sur ma circonscription à Chelles. Il y a une usine de géothermie. Ça alimente, je ne sais plus si c'est 14 000 foyers ou quelque chose comme ça. Donc, on peut produire de l'énergie renouvelable sans être obligé de passer par l'électricité. Sur l'hydroélectricité, c'est super. Le problème, c'est qu'on est un peu au taquet, quoi.
quoi. Des barrages, il y en a déjà un peu partout où on pourrait en faire. Enfin, je veux dire, même EDF, même RTE, ils disent bon, on pourrait améliorer un petit peu ce qui est déjà là, mais en faire des nouveaux, c'est quand même assez compliqué. À chaque fois, il faut noyer une vallée, quoi. Il faut raser 3-4 villages, donc bon, il y a un petit sujet, quoi. Le vrai sujet sur l'hydroélectricité, c'est plus le statut des barrages, puisqu'à l'heure actuelle, ils sont ce qu'on appelle en concession, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à l'État et ils sont concédés à des exploitants. Il y a EDF et il y a d'autres exploitants privés. Il y a notamment dans le Rhône, c'est ce qu'on appelle la CNR, la Compagnie nationale du Rhône. Et en fait, il y a un sujet de statut juridique. Et l'Union européenne dit, comme tout le reste, il faut que ce soit libéralisé. Donc vous débrouillez comme vous voulez, mais ça peut pas être l'État qui s'occupe de ce truc-là. Et donc il y a une mission d'information à l'heure actuelle dans ma commission à l'Assemblée. C'est mon collègue Mathias Tavel qui en fait partie, où on réfléchit à comment est-ce qu'on pourrait faire pour garder quand même la main sur ces barrages et que l'Union européenne nous foute la paix, quoi, pour aller vite. Surtout qu'il y a un vrai enjeu d'investissement, parce qu'il y en a qui sont très anciens, qui commencent à dépérir. Comme les exploitants, ils n'ont pas d'assurance de pouvoir les exploiter dans les années qui viennent, ils disent bah, moi je mets pas 100 millions si en fait demain je suis exproprié. Et donc le sujet sur l'hydro, c'est plutôt ça. Je crois que tu avais... Merci pour votre explication. Vous nous avez démontré que le nucléaire finirait ce peu par un très coûteux, très improductif. Pourquoi à ce moment-là les macronistes de la droite et même l'extrême droite s'attachent autant à ce mode de production d'énergie si ce n'est pas qu'une question de lobby? Alors, j'ai un petit peu répondu, mais il y a une question. J'ai parlé du général de Gaulle un peu trop vite, parce qu'en vérité, aujourd'hui, tout le monde est gaulliste. Franchement, moi, vivement chaud à mort, je pense que tout le monde citera Maxime Lenné, à mon avis, mais non, je plaisante. Mais aujourd'hui, tout le monde cite le général de Gaulle. Donc, déjà, il y a ce truc-là. Donc, et si tu es gaulliste, eh ben, t'es pour le nucléaire. Voilà, une énergie décarbonée, abondante, pas chère. Et d'ailleurs, je critique pas, tout ça est vrai. À l'heure où on parle, en fait, on a 57 réacteurs, enfin 56 qui fonctionnent et puis un qui fait ce qu'il peut. C'est vrai qu'on a de l'électricité qui est pas trop chère, les installations elles sont là, les gens d'EDF ils travaillent très bien. Donc en fait, on vit sur cet acquis. Et puis après, il y a des lobbies et puis il y a de l'idéologie. Alors si on parle de l'extrême droite, alors eux c'est les pires, mais vous avez eu raison de les mettre dans le même panier. Alors la différence, c'est les macronistes, ils disent on va en faire 6 plus 8. Alors déjà, bon, plus, c'est-à-dire, en fait, vous en faites 14 ou vous en faites pas 14, c'est quoi le projet? La droite, non, on en fait 14. Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National, on en fait 20. Oui, d'accord, mais tu vas t'y prendre comment? Et en fait, on sait jamais, quoi. Et sauf que quand on parle du Rassemblement National, enfin, ça va avec le reste. Je veux dire, ils sont climato-sceptiques. Moi, je me souviens d'une intervention de Jean-Philippe Tanguy en juillet 2022 sur ce fameux projet de loi sur le pouvoir d'achat, qui dans un élan qu'on lui connaît, nous dit mais d'ailleurs en France il nous reste des hydrocarbures dans notre sous-sol, les États-Unis ils exploitent le leur, je vois pas pourquoi on ferait pas la même chose. Eh ben parce que t'as pas entendu parler du réchauffement climatique, Jean-Philippe. Enfin, voilà. Donc il y a aussi une part d'aveuglement. Ils n'ont pas envie de voir la réalité en face. Et il y a ce truc je pense, qui tient au fait que le nucléaire civil et le militaire c'est toujours lié. Il y a ce truc de puissance, c'est la puissance de la France. Donc voilà. Et puis encore le lobby nucléaire il est costaud quand même. Ils sont partout, hein, les gars. Faut voir. Là, vous avez vu que Luc Rémond, le PDG d'EDF, il s'est fait virer la semaine dernière. Et celui qui va prendre sa place, a priori, enfin moi je vais voter pour dire si on veut de lui ou pas, c'est Monsieur Fontana, qui est l'actuel directeur général de Framatome, qui est la filière nucléaire d'EDF. On fait quelques recherches avec mon collègue qui va travailler là-dessus, et on découvre que Monsieur Fontana, il est membre du conseil d'administration d'une association, une gentille association qui s'appelle Les Voix du nucléaire, et qui est dans tous les débats du CNDP, la Commission nationale du débat public, pour dire qu'il faut en mettre partout. Donc c'est vraiment une débuleuse de dingue, quoi. Voilà. Oula. Ok. Alors, dans l'ordre, ça faisait... c'était quoi alors? C'était en chemise verte. C'était toi, au fond, puis après c'était Khalid, c'est ça? D'abord, merci de cette présentation. En conclusion, vous disiez que vous aimeriez que le gouvernement dise la vérité donc, sur les questions énergétiques, notamment les vôtres. Est-ce que vous ne pensez pas que si ces vérités sont dites,
les pays fournisseurs peuvent jouer un peu sur cette clé ouverte et affaiblir encore plus en nous mettant en contrainte, et donc faire encore plus monter notre prix de l'énergie d'ici 2026. Les pays fournisseurs de l'ensemble des matières premières ou alors, je me suis jamais posé la question. C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais on est obligé de prendre le risque, je veux dire, parce que sinon, si on raisonne comme vous le faites là, sur plein de sujets, en fait, on pourrait jamais en parler en français parce que il faudrait faire attention que ça fuite pas chez nos voisins. Donc, moi, je pense qu'on est obligé de prendre ce risque et d'être clair avec les Français sur les enjeux qui sont devant nous, les possibilités. De toute façon, les tensions, elles vont arriver. Là, je vous ai dit, l'uranium naturel qu'on utilise, 40%, c'est Poutine. Ça passe dans les mains de Poutine. Donc, si demain on se fâche avec lui, il peut fermer le robinet. Lui, il est au courant, en fait, qu'on est dépendant à 40%. Il n'a pas besoin qu'on fasse un débat public pour le savoir. Donc, je ne sais pas si ça... Peut-être tu veux reformuler ta question, mais... Non, ça non. Mais l'idée aussi, c'est que... face à l'argent qu'on donne donc à Poutine, dans ce transfert de matières premières fossiles, est-ce qu'on serait gagnant ou perdant en fait, par rapport à nous, nos économies directes? Moi, je crois qu'on est gagnant quand on gagne en souveraineté. Et comme j'ai dit, si on investit dans des capacités industrielles renouvelables en France, on va être gagnant et on sera moins dépendant des autres. Aujourd'hui, précisément, sur le